Le 26 décembre, une frappe calculée a fissuré le silence de fin d'année. Pendant que l'attention mondiale se relâchait, l'opération a fait basculer la lecture du Sahel, comme si l'expulsion d'un point d'appui au Niger imposait une riposte déplacée vers la mer et les marges du Nigeria. Et si l'enjeu n'était pas seulement l'attaque elle-même, mais ce qu'elle annonce pour les communautés prises entre drones, couloirs stratégiques et récits officiels, au moment où le nom d'Ibrahim Traoré devient un repère dans la conversation régionale. L'horizon se rapproche et la pression aussi. Ce récit ne cherche pas à amplifier un choc ponctuel, mais à éclairer ce qu'il met en jeu sur la durée. Il s'agit de comprendre pourquoi une frappe située en apparence à la périphérie révèle des tensions structurelles entre sécurité, souveraineté et alignements régionaux dans un espace où chaque mouvement redessine des lignes invisibles. L'intérêt pour le lecteur est clair, saisir en 10 à 15 minutes comment des décisions prises loin du terrain se traduisent par des effets concrets sur les États, les économies locales et la vie quotidienne. À travers une lecture factuelle du 26 décembre, le texte reliera événements, acteurs et conséquences sans extrapoler au-delà des éléments présents dans le contenu source. Un fil sera tenu entre les récits officiels et les angles moins mis en avant, afin d'exposer les enjeux réels derrière les mots stabilité et sécurité. L'enjeu dépasse l'actualité immédiate. Il touche à l'équilibre futur de l'Afrique de l'Ouest, aux choix imposés ou assumés par ses dirigeants, et à la place qui occupe désormais des figures comme Ibrahim Traoré dans l'imaginaire politique régional. Le basculement ne commence pas le 26 décembre, mais plutôt avec la perte d'un point d'appui clé au Sahel. En 2023, le retrait des forces américaines du Niger a transformé une architecture patiemment construite depuis 2011 en un dispositif fragmenté, contraint de se recomposer ailleurs. Ce déplacement éclaire la logique de la frappe de fin décembre. Pendant plus d'une décennie, une base sahélienne a servi d'outil central de surveillance et de projection, permettant de suivre les dynamiques régionales depuis l'intérieur du continent. Sa fermeture n'a pas seulement créé un vide opérationnel, elle a rompu une manière de voir, de peser et d'influencer les trajectoires de politique locale. L'événement de décembre apparaît alors comme une tentative de rétablir un angle perdu, non plus depuis la terre, mais depuis les périphéries et les accès maritimes. Dans ce contexte, le nord du Nigeria n'est pas présenté comme une cible isolée. Il devient un espace de passage, un couloir où se croisent préoccupations sécuritaires, affichées, et calculs stratégiques moins explicités. Les zones touchées ne correspondent pas toujours aux bastions militants décrits dans les discours publics, ce qui alimente un décalage entre justification officielle et lecture géographique des faits. Ce décalage nourrit l'idée que l'objectif dépasse la neutralisation immédiate de groupes armés pour s'inscrire dans une logique de pression régionale. La montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel renforce cette interprétation, à mesure que le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent une coordination accrue. Chaque geste militaire aux frontières prend une valeur symbolique. Le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme un marqueur de cette séquence, non pour son rôle direct dans l'événement, mais parce qu'il incarne dans les récits concurrents l'esprit d'autonomie que certains cherchent à contenir. Ce détail révélateur recentre la lecture. La frappe du 26 décembre n'est pas un point de départ, mais un symptôme. Elle renvoie à une recomposition forcée des équilibres, où la perte d'un ancrage terrestre oblige à tester de nouveaux leviers, au risque d'étendre l'incertitude à des populations déjà fragilisées. Pour mesurer l'effet immédiat de cette recomposition, le regard se déplace vers ceux qui vivent à distance des centres de décision. Dans un village du nord du Burkina Faso, un agriculteur d'une 50aine d'années observe les événements avec une attention mêlée de résignation et de lucidité. Les frappes lointaines ne sont pas perçues comme des faits abstraits. Elles réactivent une mémoire faite d'annonces sécuritaires suivies d'incertitudes durables. Son quotidien illustre un premier impact concret, l'anticipation de l'instabilité. Avant même que les effets matériels ne se fassent sentir, les rumeurs circulent, les marchés hésitent et les déplacements deviennent plus prudents. Les décisions agricoles, déjà contraintes par le climat et les prix, se chargent d'un risque supplémentaire lié à la sécurité régionale. Ce climat n'est pas le produit d'un affrontement local, mais d'un écho stratégique qui se propage.
Un deuxième effet apparaît dans la perception de la souveraineté. Lorsque des frappes sont présentées comme lointaines et ciblées, mais ressenties comme proches et imprévisibles, la frontière entre protection et exposition se brouille. Les habitants ont le sentiment que leur espace de vie peut, à tout moment, devenir un théâtre secondaire d'intérêts extérieurs. Cette impression alimente une méfiance diffuse envers les récits officiels et renforce l'attention portée aux dynamiques régionales. Enfin, un impact plus subtil se manifeste, la politisation du quotidien. Les conversations ordinaires intègrent désormais des mots comme alliance, corridor ou pression extérieure. Sans discours idéologique structuré, une question simple émerge. Qui décide réellement des risques supportés par les communautés rurales ? L'idée essentielle est simple. L'incertitude stratégique devient une charge quotidienne, bien avant toute transformation visible. Avant le 26 décembre, la séquence paraît diffuse. Les signaux s'accumulent, sans former un récit unique, retrait d'un point d'appui terrestre, montée en visibilité de partenariats alternatifs au Sahel, et discours de plus en plus affirmés sur la souveraineté régionale. Cette phase d'activation ne produit pas d'événements spectaculaires, mais elle installe une tension latente. Les capitales observent, ajustent, testent des marges. Sur le terrain, la perception est celle d'un calme fragile, ponctué d'annonces sécuritaires qui semblent annoncer un déplacement plutôt qu'une résolution. Puis vient le basculement. La frappe du 26 décembre intervient à un moment de faible vigilance médiatique, ce qui renforce son effet symbolique. Elle n'est pas décrite comme une opération massive, mais comme un geste précis, calculé pour rappeler une capacité d'intervention malgré la perte d'ancrage intérieur. Le choix géographique n'est pas anodin. Il s'inscrit dans un espace de transition, ni cœur sahélien, ni façade maritime, là où les lignes d'influence peuvent être redessinées sans déclaration formelle. Cette phase de montée en intensité repose moins sur la quantité de force employée que sur le message envoyé. La recomposition stratégique est en cours. Le point culminant n'est pas l'explosion elle-même, mais la lecture qu'en font les acteurs régionaux. Dans les jours qui suivent, les interprétations divergent. Les récits officiels insistent sur la continuité d'un engagement sécuritaire, tandis que d'autres voix y voient un test, une démonstration destinée autant aux gouvernements voisins qu'aux alliances émergentes. La référence récurrente à l'esprit porté par des dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré, s'insère ici comme un contraste. D'un côté, l'affirmation d'une autonomie politique, de l'autre, la persistance de leviers militaires extérieurs. Les répliques, enfin, constituent la phase la plus durable. Elles ne prennent pas la forme de nouvelles frappes immédiates, mais d'un climat d'ajustement. Mais les États côtiers réévaluent leur position, pris entre coopération sécuritaire et crainte d'être entraînés dans une dynamique de confrontation indirecte. Les gouvernements sahéliens, eux, intègrent l'événement comme un indicateur des pressions à venir, sans modifier publiquement leur trajectoire déclarée. Sur le plan diplomatique, le silence ou les formules prudentes remplacent les annonces fermes, signe d'une période d'attente stratégique. À l'échelle locale, les répercussions sont moins visibles mais persistantes. Les populations évoquent un sentiment de déjà-vu, un événement ponctuel, suivi d'une normalisation apparente, puis d'un glissement progressif des risques vers leur environnement immédiat. Ce décalage entre temporalité militaire et temporalité sociale constitue l'une des principales déchirures de la séquence. Ainsi, la chaîne d'événements ne se referme pas sur elle-même. L'activation prépare le terrain, le pic rappelle une capacité, et les ondes de choc redéfinissent les comportements. Le 26 décembre agit comme un nœud, reliant des dynamiques antérieures à des conséquences encore ouvertes, plutôt qu'un épisode isolé clos par sa propre intensité. Avant la séquence récente, le dispositif reposait sur un point de départ clair. Une présence terrestre centrale permettait de surveiller, coordonner et intervenir depuis l'intérieur du Sahel. Ce socle fonctionnait depuis 2011, avec une montée progressive des capacités techniques et humaines jusqu'à sa rupture en 2023, lorsque ce point d'appui a été démantelé. Le changement était net, la surveillance continue depuis la terre a cédé la place à une projection plus distante, fragmentée et dépendante de couloirs périphériques. Autrement dit, le centre s'est vidé et la périphérie a pris du poids. Ce premier chiffre sert simplement à situer la chronologie. 12 années d'installation,
ont créé des routines opérationnelles, des chaînes de décision et des attentes politiques. Leur disparition ne signifie pas la fin de l'influence, mais un changement de rendement. Une présence ancrée offre de la prévisibilité. Une présence mobile augmente l'incertitude. Cette différence structurelle explique pourquoi un événement ponctuel peut désormais produire un effet psychologique disproportionné par rapport à son ampleur matérielle. Un autre repère concerne l'horizon stratégique évoqué dans les discours régionaux 2026. Cette date ne correspond pas à une échéance militaire mesurable, mais elle structure les anticipations. Elle agit comme un compte à rebours politique, autour duquel s'organisent des choix d'alliance, des annonces de coopération et des signaux de fermeté. La proximité de cette échéance accentue la sensibilité aux gestes extérieurs, chaque action étant interprétée comme une tentative d'influencer la trajectoire avant ce seuil symbolique. Un dernier élément chiffré est plus qualitatif, mais tout aussi révélateur. La frappe du 26 décembre intervient après une période de plusieurs mois sans événement comparable de cette nature dans la zone concernée. Cette rupture de rythme crée un contraste. Lorsqu'un espace connaît une relative accalmie, même fragile, un acte isolé suffit à réactiver des scénarios d'escalade dans les perceptions locales et régionales. Le changement n'est donc pas seulement militaire, il est narratif. Ces données, limitées mais cohérentes, convergent vers une lecture commune. Le passage d'un ancrage intérieur à une projection plus périphérique réduit la capacité de contrôle fin tout en augmentant la visibilité des gestes. Chaque action devient plus lisible, donc plus politisée. C'est dans ce contexte que des figures comme Ibrahim Traoré sont évoquées non pour leur implication directe, mais parce qu'elles cristallisent une aspiration à sortir de ce cycle de pression indirecte et de réponse symbolique. Pris ensemble, ces éléments montrent que la séquence du 26 décembre ne peut être évaluée uniquement par son résultat immédiat. Elle marque un déplacement mesurable dans la manière d'exercer l'influence. Moins de continuité, plus de signaux, moins de profondeur, plus d'exposition. Cette transformation quantitative éclaire pourquoi l'incertitude ressentie augmente, même lorsque le volume d'action reste limité. D'abord, un argument souvent avancé pour défendre la frappe du 26 décembre repose sur la logique de sécurité immédiate. Selon cette lecture, l'opération viserait avant tout à empêcher la circulation de groupes armés entre zones déjà fragilisées, en coupant des trajectoires avant qu'elles ne se consolident. L'idée centrale est simple. Agir à la périphérie éviterait une escalade au cœur du Sahel en réduisant les capacités de nuisance en amont. Dans ce cadre, la frappe serait une mesure préventive, ponctuelle et proportionnée. Ensuite, un autre argument met en avant la continuité stratégique. Les défenseurs de cette position soulignent que le changement de posture, de la terre vers la mer ou les marges, ne traduirait pas une perte de contrôle, mais une adaptation. La projection navale et aérienne serait présentée comme plus flexible, moins dépendante d'accords locaux fragiles et capable de répondre rapidement aux menaces émergentes. Dans cette optique, l'événement de décembre serait une démonstration de résilience opérationnelle plutôt qu'un aveu de faiblesse. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils correspondent à des doctrines éprouvées et à des précédents régionaux. Toutefois, la réponse fondée sur les éléments du contenu source introduit un contrepoint. D'abord, l'efficacité préventive est difficile à isoler lorsque les zones touchées ne correspondent pas clairement aux bastions décrits dans les discours sécuritaires. Le décalage géographique affaiblit la cohérence entre objectifs affichés et terrain réel. Ensuite, l'adaptation stratégique comporte un coût politique. Une posture plus distante, bien que flexible, réduit la capacité à distinguer les dynamiques locales fines. Elle transforme des gestes tactiques en signaux géopolitiques, immédiatement interprétés comme des messages adressés au gouvernement et aux alliances régionales. Dans ce contexte, chaque frappe alimente des récits de pression plutôt que de stabilisation. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un révélateur symbolique. Il cristallise une lecture alternative, celle d'un espace sahélien cherchant à réduire sa dépendance aux interventions extérieures. La persistance d'actions ponctuelles, même justifiées par la sécurité, tend alors à renforcer cette lecture plutôt qu'à la neutraliser. La synthèse conduit à une conclusion nuancée.
La frappe peut répondre à une logique tactique défendable tout en produisant des effets stratégiques inverses. Elle limite peut-être un risque immédiat, mais accroît la perception d'encerclement, nourrissant précisément les dynamiques politiques qu'elle prétend contenir. Ce qui apparaît au milieu du récit n'est pas une escalade classique, mais un déplacement silencieux du point de pression. La frappe du 26 décembre agit comme un révélateur. L'enjeu principal n'est plus seulement la capacité à intervenir, mais la capacité à orienter les choix des autres acteurs sans s'installer durablement. Autrement dit, l'action militaire sert moins à contrôler un territoire qu'à influencer des décisions politiques à distance. Ce changement de gravité modifie la lecture des événements précédents. Les frappes périphériques, la présence navale accrue et les messages de fermeté ne cherchent pas à remplacer l'ancien dispositif terrestre, mais à créer une zone d'incertitude autour des États qui hésitent encore sur leur alignement. Le signal est subtil. Rester neutre devient plus coûteux que choisir un camp. Cette logique transforme les marges géographiques en leviers psychologiques. Dans ce cadre, le Sahel n'est plus traité comme un espace isolé, mais comme le cœur d'un système de relations élargi, reliant États côtiers, routes commerciales et équilibre monétaire. Le nom d'Ibrahim Traoré s'inscrit ici comme un point de référence narratif, parce qu'il symbolise la volonté de rompre avec cette pression indirecte et de déplacer, à son tour, le centre de décision. À ce moment charnière, l'idée devient claire. La question n'est pas qui contrôle le terrain aujourd'hui, mais qui façonne les choix de demain. À partir de là, les conséquences cessent d'être abstraites et commencent à se mesurer dans les calculs quotidiens des gouvernements et des communautés. Pour les États, la séquence du 26 décembre agit comme un test de positionnement. Les gouvernements côtiers observent l'événement en évaluant le coût d'un alignement sécuritaire accru face au risque d'être entraînés dans une confrontation indirecte. Les États sahéliens, eux, lisent la frappe comme un indicateur des pressions à venir sans modifier publiquement leurs trajectoires annoncées. Cette dissymétrie crée un espace de calcul permanent où chaque silence diplomatique devient une décision implicite. La conséquence immédiate n'est pas une rupture, mais une prudence accrue, marquée par des déclarations mesurées et des ajustements discrets. Pour les décideurs économiques, l'impact est moins visible mais réel. Les investisseurs locaux et régionaux réévaluent les risques, non pas en fonction d'un conflit déclaré, mais d'une instabilité potentielle. Les corridors logistiques, les assurances et les délais d'approvisionnement intègrent désormais une prime d'incertitude. Cette perception affecte les choix à court terme, ralentissant certains projets et favorisant des stratégies d'attente. La frappe ne détruit pas des infrastructures, mais elle modifie les anticipations, ce qui suffit à peser sur l'activité. Du côté des populations, la conséquence est plus diffuse. Les communautés rurales et périurbaines ressentent l'événement comme un rappel de vulnérabilité. Même éloignées du lieu de la frappe, elles intègrent l'idée que leur environnement peut devenir à tout moment un espace de transit ou de pression. Cette perception influence les déplacements, les décisions agricoles et les discussions quotidiennes. L'insécurité n'est pas constante, mais elle devient pensable, ce qui suffit à transformer les comportements. À l'échelle régionale, enfin, la frappe renforce une dynamique de polarisation. Les alliances émergentes sont observées avec plus d'attention, et chaque geste extérieur est interprété à l'aune de cette recomposition. Le nom d'Ibrahim Traoré circule ici comme un repère symbolique, non parce qu'il dicte ses conséquences, mais parce qu'il incarne, dans les récits concurrents, l'idée d'un refus de la pression indirecte. Cette symbolisation accentue la visibilité des choix politiques sahéliens, leur donnant une portée qui dépasse leurs frontières. Au fond, ces quatre perspectives convergent vers une même idée. L'événement n'impose pas une direction unique, mais il réduit l'espace de neutralité. Chacun est poussé à ajuster ses calculs, parfois sans l'exprimer publiquement. La conséquence la plus tangible n'est donc ni militaire ni immédiate, mais stratégique et cumulative. Elle s'installe dans les décisions quotidiennes, là où l'incertitude devient une variable centrale. D'abord, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les frappes ponctuelles et la présence périphérique persistent, tandis que les États de la région maintiennent des positions prudentes. Les gouvernements côtiers coopèrent de manière sélective, évitant
des engagements trop visibles et les États sahéliens poursuivent leur coordination sans annonce spectaculaire. L'incertitude devient un état durable, intégré aux calculs politiques et économiques. Dans ce cadre, la stabilité n'est ni consolidée ni effondrée, elle reste conditionnelle, dépendante de signaux réguliers plutôt que d'accords structurants. Ensuite, une trajectoire plus favorable verrait l'événement de décembre agir comme un catalyseur de clarification. Face au coût croissant de l'ambiguïté, certains acteurs régionaux privilégieraient des mécanismes de coordination plus transparents, réduisant la tentation des gestes symboliques. La coopération sécuritaire évoluerait vers des formats mieux définis, limitant les effets de surprise et la politisation excessive des actions militaires. Dans cette hypothèse, la pression indirecte perdrait de son efficacité au profit d'une gestion plus prévisible des risques. La référence à des figures comme Ibrahim Traoré resterait présente, mais davantage comme un marqueur de discours que comme un facteur de tension. Enfin, une trajectoire plus tendue repose sur une accumulation de signaux mal interprétés. Chaque frappe ou démonstration de force serait lue comme une escalade, entraînant des réponses indirectes et une polarisation accrue. Les États hésitants seraient contraints de choisir sous pression, réduisant l'espace de médiation. Les populations locales subiraient une intensification de l'incertitude avec des effets économiques et sociaux plus marqués. Dans ce cas, l'événement du 26 décembre apparaîtrait rétrospectivement comme le point où la logique de dissuasion a basculé vers une spirale de méfiance. Quel que soit le scénario, une recommandation de lecture s'impose. Observez moins les déclarations immédiates que les ajustements discrets. Les choix réels se traduiront dans la durée par des accords techniques, des redéploiements progressifs et des priorités budgétaires. C'est dans ces détails, souvent relégués en marge de l'actualité, que se dessinera la trajectoire effective des prochains mois. Pour le lecteur citoyen, l'effet le plus direct est cognitif. L'événement rappelle que des décisions lointaines peuvent modifier, sans préavis, l'environnement perçu comme stable. La première conséquence n'est pas la peur permanente, mais l'attention accrue portée aux signaux faibles. Annonces sécuritaires, changement de ton diplomatique, déplacement d'actifs. Comprendre ces indices aide à distinguer un incident isolé d'une tendance durable. Pour les acteurs économiques locaux, l'impact se traduit par une gestion plus prudente du risque. Sans transformer immédiatement les projets, l'incertitude incite à diversifier les options, à allonger les horizons de décision et à privilégier des partenariats résilients. Une piste simple consiste à suivre les ajustements logistiques et assurantiels, souvent révélateurs d'anticipation plus profonde que les communiqués publics. Pour les communautés, l'enjeu est relationnel. Les événements lointains deviennent des sujets de conversation et influencent la confiance dans les institutions. Une réponse pragmatique passe par le renforcement des réseaux locaux d'information capables de contextualiser les annonces et de limiter la propagation de rumeurs anxiogènes. La clarté, même partielle, réduit l'impact de l'incertitude sur les décisions quotidiennes. Enfin, pour les observateurs régionaux, l'utilité réside dans la comparaison. Mettre en parallèle discours et géographie, temporalité des annonces et zones affectées, permet d'identifier les écarts récurrents. Deux gestes simples s'imposent, suivre la cohérence entre objectifs affichés et lieux d'action, et observer la fréquence plutôt que l'intensité des événements. Ces pistes ne prétendent pas neutraliser des dynamiques complexes. Elles visent à redonner une marge d'analyse au lecteur en transformant l'incertitude en variable observable plutôt qu'en bruit anxiogène. La compréhension progresse souvent par petits pas, lorsque l'attention se déplace des chocs vers leur mécanisme. Une trajectoire crédible ne commence pas par des déclarations ambitieuses, mais par des étapes vérifiables, suffisamment concrètes pour être évaluées et suffisamment souples pour être ajustées. D'abord, clarifier les responsabilités. Les gouvernements concernés gagnent à définir publiquement les limites de la coopération sécuritaire, les objectifs précis recherchés et les mécanismes de contrôle associés. Lorsque les rôles sont explicités, l'espace de l'ambiguïté se réduit et le débat se déplace du soupçon vers l'évaluation. Ensuite, renforcer la coordination régionale.
Plutôt que de réagir isolément à chaque signal extérieur, les États du Sahel et leurs voisins côtiers peuvent instituer des consultations régulières, centrées sur l'analyse partagée des risques et des scénarios à court terme. Cette pratique ne suppose pas la création de nouvelles alliances formelles, mais elle permet d'éviter que chaque événement soit interprété comme une pression individuelle subie en solitaire, puis à normaliser les critères d'évaluation. Les actions sécuritaires devraient être appréciées non seulement à l'aune de leurs résultats immédiats, mais aussi de leurs effets indirects sur l'économie, la cohésion sociale et la confiance publique. Des indicateurs simples, rendus publics de manière périodique, facilitent une lecture comparative et limitent la domination des interprétations émotionnelles. Ensuite, soigner la communication publique. Une information cohérente, factuelle et régulière réduit les vides informationnels ou prospèrement les rumeurs. Dans ce cadre, les références à des figures politiques comme Ibrahim Traoré fonctionnent surtout comme des points d'ancrage symboliques, rappelant l'exigence de cohérence entre souveraineté revendiquée et pratiques effectives. Enfin, il faut inscrire l'évaluation dans le temps en fixant des jalons de réexamen. Fixer des jalons de réexamen permet d'ajuster les choix avant que les conséquences ne s'accumulent. Cette feuille de route n'élimine pas le risque, mais elle le rend gouvernable, en transformant la réaction subie en pilotage réfléchi. Le récit revient alors à ceux qui avaient servi de repère au début. Les agriculteurs, les mères de famille, les enseignants évoqués plus tôt ne sont pas devenus des acteurs géopolitiques, mais ils en ressentent désormais les vibrations. Leur quotidien n'a pas basculé du jour au lendemain, pourtant une conscience nouvelle s'est installée. Ce qui se décide loin de chez eux n'est jamais vraiment lointain. Ce rappel donne sens à la trajectoire parcourue. La frappe du 26 décembre, les ajustements stratégiques, les scénarios envisagés et les solutions esquissées convergent vers une même question de fond. Comment préserver une marge de choix lorsque la pression se fait indirecte et constante ? Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré réapparaît comme un motif récurrent, non pour magnifier une figure, mais pour symboliser une aspiration partagée à la dignité politique et à la cohérence entre discours et actes. La force de cette conclusion tient dans sa simplicité. Il ne s'agit pas d'annoncer une rupture imminente, mais de reconnaître un changement durable de perception. Les communautés savent désormais qu'elles sont intégrées à des calculs plus larges, et cette lucidité transforme leur rapport à l'avenir. L'incertitude n'efface pas la volonté, elle la rend plus attentive, plus exigeante. C'est cette attention, patiemment construite, qui constitue le fil invisible reliant les événements analysés et qui prépare les choix à venir bien au-delà de l'épisode du 26 décembre. Arrivé à ce point, le récit n'appelle pas une adhésion immédiate, mais une conversation informée. Les événements décrits montrent que les décisions les plus déterminantes se jouent souvent en dehors des annonces spectaculaires, dans des ajustements progressifs qui façonnent la durée. Pour le lecteur, l'enjeu n'est donc pas de trancher vite, mais d'observer mieux, suivre les signaux faibles, comparer les discours aux actes et replacer chaque épisode dans une trajectoire plus large. Cette posture active transforme la réception de l'actualité. Elle invite à dépasser les récits simplificateurs pour interroger les mécanismes à l'œuvre, qu'il s'agisse de sécurité, d'alliance ou de souveraineté. Les références à des figures comme Ibrahim Traoré prennent alors une valeur indicative, non prescriptive. Elles servent à situer un débat, pas à le clore. La question reste ouverte et elle gagne à l'être. Quels indicateurs jugerez-vous les plus pertinents dans les mois à venir ? Où percevez-vous les écarts entre promesses et effets concrets ? Partager ces lectures, confronter les points de vue et enrichir l'analyse collective est souvent le premier pas vers une compréhension plus solide.